Bonjour, je me présente, je suis Mad Meg. J'ai le plaisir de vous présenter la scène qui est le plus grand dessin que j'ai réalisé jusqu'ici. Et donc un dessin à l'encre de Chine, à la plume. Là, voici ma plume. Que j'ai mis 2 ans à dessiner sur une feuille de 7,74 m par 1,50 m. Et qui est, alors c'est un travail qui mélange 2 de mes séries principales. La première que j'appelle les patriarches, qui sont des personnages en costume à tête d'insecte. Et puis l'autre que j'appelle les tableaux de digestion, qui est une reprise d'un tableau célèbre, et ici la scène. Alors en fait déjà, quand j'avais commencé ce dessin, c'était parti d'une sorte de défi, parce que j'avais fait ma première exposition chez un voisin, où j'avais présenté le jardin des délices, dont j'avais fait le panneau central, c'était en 2004. Et un ami, Michel Jaffrenou, me dit « Bon, bah, très bien, maintenant que tu as fait le jardin des délices, il ne te reste plus qu'à faire la scène. » Et puis je lui dis ah bah mais c'est une super idée. Et puis du coup je lui dis je te prends au mot. Et bon, j'avais donc ce projet dans un coin de ma tête. Et puis la scène en fait ça m'intéresse particulièrement parce que la scène en fait c'est une image qui est une image de la culture populaire, qui est même plus une image religieuse quoi, parce qu'elle est maintenant on la trouve par exemple toutes les séries télé font leurs photos promotionnelles de leurs acteurs. Mise en scène dans la mise en place de la composition de Léonard de Vinci. Il y a une quantité de publicité astronomique qui reprend ce motif. Et en fait, ce qui avait déclenché mon impulsion, relancé mon impulsion, parce que bon, après cette histoire de faire la scène, j'avais d'autres choses à faire. La scène, c'est quand même bien grand, donc j'étais pas allée à la faire le lendemain de la discussion avec Michel. Et du coup, quelques années plus tard, donc je crois que j'ai noté l'année, donc c'était en 2005 en fait, qu'il y a eu les couturiers Maïté François Girbeau qui avaient fait une publicité qui représentait la scène de Léonard de Vinci, mais cette fois les apôtres étaient remplacés par des femmes, sauf le personnage qui est censé être Marie-Madeleine selon le Da Vinci Code, qui était remplacé par un homme en référence justement au Da Vinci Code pour faire un peu scandale quoi. Et d'ailleurs ça avait tellement marché qu'en fait l'église catholique avait porté plainte pour atteinte à l'image, enfin blasphème quoi. Et la justice française avait donné raison à l'église, ce qui m'avait quand même beaucoup choquée, parce que l'Église n'a pas le droit sur l'œuvre de Léonard de Vinci, et c'est pas au juge de décider du droit moral. En plus, il n'y a pas de blasphème en France. Enfin, on nous parle de laïcité à tout bout de champ, mais là, comme par hasard, il y a un délit de blasphème, quoi. Bon, alors du coup, la publicité avait été censurée. Et en fait, à l'époque, je collectionnais déjà depuis un moment des versions de la scène tout à fait hétéroclite, et j'en ai ma préférée, c'est une avec une pub pour des Morora avec des derniers repas avec des souris qui est bon. Et donc ça c'était pas interdit, mais des femmes à la place des apôtres, ça vraiment scandale quoi. Et donc ça m'avait fâchée, donc je m'étais dit d'accord, il y a urgence à faire la scène. Et puis qu'est-ce que je vais pouvoir trouver pour blasphémer encore plus fort que Maïté François Girbeau, qui je trouvais était quand même bien inoffensif sur leur version de la scène. Là en fait j'ai rencontré l'œuvre de Joel Peter Witkin, et en particulier du coup la pièce centrale de ce dessin qui en a pris le titre, qui s'appelle Feast of Fools. Et donc en fait qui est une photographie. Alors Joel Peter Witkin en fait il travaille avec des morceaux de cadavres humains et des fruits et des objets qu'il met en scène dans des compositions, qui fait lui-même pourrir ses boîtes de films après. Donc il y a toute une histoire de la mort, enfin c'est très morbide. Et donc bon, cette image-là, en fait, qui m'avait complètement retournée quand j'avais, enfin, elle m'avait renversé la tête quand je l'avais découverte. Et donc en fait, pour moi, elle représentait justement cet anti-évangile, cet anti comme une sorte de nativité sataniste, quoi. Avec d'un côté donc on a l'enfant Jésus, mais il a été avorté, il n'est pas passé à terme, et puis bah, il n'est pas ressuscité. Ensuite, si on a ces éléments-là, en fait, moi ils m'ont fait penser à la crucifixion avec les stigmates du Christ, mais là comme il est en morceaux, il ne va pas ressusciter. Ensuite, on retrouve le raisin de l'Eucharistie, mais mélangé avec des crevettes et crustacés qui sont des symboles, et pieuvres qui sont des symboles, et puis bon, bien sûr des morceaux humains qui sont quand même des symboles démoniaques. La grenade renvoie aussi au péché originel, parce que selon les traductions, c'est parfois une pomme ou parfois une grenade que croquent Adam et Ève dans le jardin d'Éden.
Et alors en fait, donc il y a l'idée, alors ça s'appelle, cette photo de Joel Wilkin, elle s'appelle Feast of Fools. Et en fait, Feast of Fools, c'était une fête très importante au Moyen-Âge, qui était une fête qui était en fait la suite des Saturnales romaines, donc qui étaient des fêtes de débauche invraisemblables. Ça se passait le 27-28, autour du 27-28 décembre. Et en fait, c'était une journée de sorte de carnaval où les prêtres se déguisaient en femmes, on nommait un âne évêque ou pape et on l'emmenait sur l'autel, on communiait du boudin, enfin c'était la fête quoi. Et tellement, il y avait aussi ce qu'on appelle des charivaris où des jeunes allaient mettre la honte à des notables en les surprenant nus par exemple dans leur maison au réveil avec leur maîtresse et en affichant ça devant tout le monde. Donc c'était quand même des moments qui pouvaient parfois être assez violents et à un moment l'église a interdit ça. Mais cette idée d'inversion en fait elle m'intéressait parce que du coup moi, ce que j'avais envie de dire, c'était pas des choses par rapport à Bon, il y a quand même un démarrage sur l'Église catholique qui quand même, j'ai été à l'école chez les sœurs et j'en ai gardé quelques rancunes. Et donc en fait, il y a quand même un fond d'anticléricalisme, on peut pas le nier. Mais c'est comment dire, c'est que la porte d'entrée de mon histoire. Et en fait, l'idée qu'il y a des choses inversées, ça va filer tout le long de cette pièce, mais aussi tout le long de mon travail en général. Alors, donc je disais, il y avait aussi l'autre partie de mon travail, c'était les patriarches dans ce dessin. Donc en fait, les patriarches, j'ai l'habitude de dire, c'est pas des hommes déguisés en insectes, mais c'est des insectes déguisés en hommes. Alors ça a l'air d'être un jeu de mots comme ça, mais en fait, si c'est des insectes déguisés en hommes, en fait, on peut se demander quelle taille ils font vraiment, parce qu'un insecte, ça dépasse jamais facilement les 10 cm. Donc, à quelle échelle je dessine en fait? Donc il y a cette question qui se pose. Alors comment par exemple on peut savoir que c'est des insectes déguisés en hommes? Je m'efforce que les têtes soient toujours un peu trop courtes ou un peu trop trapues ou un peu trop étroites pour y cacher un visage humain derrière. Donc il y a quand même les mains que j'ai gardées qui renvoient à l'humanité, mais ces faciès sont censés évoquer quelque chose de hors de l'humanité. Et donc l'insecte, en fait, ça marche bien parce qu'on ne va pas facilement entrer en empathie dans l'œil émouvant d'une fourmi, quoi. Ça reste assez presque minéral, en fait, au niveau de l'animalité, vu qu'on est sur des animaux avec un exosquelette, qui sont d'ailleurs un peu inversés par rapport à nous, puisque nous, on a le squelette à l'intérieur. Mais là, non, pas les patriarches. Et du coup, il y a l'idée que c'est des prédateurs. Et alors, en fait, derrière ça, on n'a pas tellement affaire à une scène religieuse, on a plutôt affaire à un plan de licenciement. Parce qu'en fait, le costume noir à l'occidental, comme ça, qui est en fait le costume qu'ont adopté les hommes à partir de la Révolution française, et aussi de l'ère industrielle, qui renvoie à l'austérité du bourgeois qui travaille, et qui s'oppose à sa femme qui est très parée d'accessoires de mode, qui elle justement est censée ne pas travailler, et donc elle sert de présentoir de richesse à son bourgeois. Mais donc du coup le costume masculin a peu bougé depuis la révolution industrielle jusqu'à aujourd'hui. Et donc c'est un de mes éléments de vocabulaire que j'utilise et du coup ça renvoie plus au businessman qu'au prêtre en fait cette histoire. Et donc en fait quand on voit cette scène, on pense plutôt à un plan de licenciement entre des capitalistes qu'à des prêtres en cérémonie dominicale. D'autant plus que ce qu'on peut voir quand on s'approche, parce que je vous dis, il y a le jeu d'échelle, donc en fait, je m'arrange toujours pour qu'ils soient un petit peu plus grands qu'une taille humaine, les patriarches, pour qu'ils en imposent. Donc par exemple, là, l'enfant, les pieds sont petits. Par exemple, si on regarde la taille de cette main du cadavre, elle est quand même beaucoup plus petite que la main du patriarche qui est derrière lui. Donc là aussi, je m'amuse avec les échelles. C'est exprès en fait. Donc on a un insecte de 10 cm, mais il est quand même assez gros pour avoir des humains à table, mais il est quand même plus grand qu'un humain. Bon, donc du coup là, moi je m'amuse à brouiller les pistes avec ça. Mais en fait, quand on s'approche encore, qu'on voit la scène, quand on s'approche encore, on remarque qu'il y a plein d'autres tableaux cités sur la table. Puis quand on s'approche encore, on voit qu'en fait la nappe, c'est pas vraiment une nappe, hein, et que cette espèce de niveau de gris qu'on voit de petites lignes, en fait, c'est du texte. Hein. Et c'est de l'écriture, en fait. Et donc, j'appelle ça une texture, parce que c'est un texte, en fait, qui est comme une valeur de gris, mais qu'on ne peut pas vraiment pouvoir lire. Alors, si on s'approche, on peut deviner des mots. On peut voir que ça parle de la futilité de la noblesse, de la plus-value, du capitalisme et tout ça. Et en fait,
Dans le cartel, on peut savoir que c'est le roman de Jack London, Le Talon de fer, qui est un roman de science-fiction qu'il a écrit en 1902 quand il était tout jeune, et qui est un roman de science-fiction qui raconte une révolution socialiste en 1917, sauf qu'en fait il l'a prévoyé aux États-Unis, et du coup ce qui fait que ça n'a peut-être pas eu autant de succès, en tout cas sa prédiction n'était pas complète. Et donc en fait c'est un livre comme une sorte de guide, de manuel d'initiation du socialisme expliqué aux jeunes. Et donc ça parle d'argent, de capital, de propriété, de commun et tout ça. Et donc ça renforce le côté aussi de l'inversion, parce que ils sont d'autant plus méchants, ces capitalistes, de manger sur l'enthousiasme d'un jeune socialiste qui écrit un livre pour motiver les jeunes quand il a 20 ans. Et donc c'est encore une inversion, quoi. Et en fait, par exemple, on retrouve, il y a la Boétie disait, à propos des puissants, il les appelait les mange-peuples. Et là aussi, on va retrouver l'histoire du cannibalisme, parce que du coup, là, cette scène de cannibalisme, en fait, elle est là pour parler du mange-peuple. Parce que du coup, le peuple, comme disait Hollande, il est sans dents. Et puis là, par contre, ils sont bien armés de grosses pièces mandibulaires pour nous manger tout cru. Et alors là, on va retrouver une de mes obsessions. Parce qu'en fait, donc je disais, ça s'appelle les tableaux de digestion. Et puis l'histoire du cannibalisme, c'est quelque chose qui diffuse tout mon travail. C'est une de mes obsessions de petite enfance. Alors en fait, déjà, je dis tableau de digestion parce que pour moi, c'est très important le fait de ne pas utiliser la gestation comme métaphore de la création artistique. Parce qu'en fait, quand j'étais petite, vers mes 10-12 ans, j'avais été naïvement demandé à mon père pourquoi les artistes sont toujours des hommes. Parce qu'à l'époque, j'avais une culture très classique, je connaissais Mozart, je connaissais Picasso. Ma grand-mère disait que je dessinais mieux que lui, parce qu'elle détestait Picasso. Mais j'étais quand même convaincue d'être meilleure que Picasso. Et donc, je demande toute fraîche et jeune à mon père, « Papa, pourquoi les artistes, c'est toujours des hommes ?» Et moi, dans ma tête, je savais déjà qu'il allait me dire, mais ça, c'est parce que c'était hier, et aujourd'hui, on est dans une époque plus progressiste, et les femmes peuvent être artistes comme des hommes. Mais non, il me dit pas ça. Il me dit, ah, Marguerite, c'est très simple, c'est parce que les femmes créent la vie, et les hommes, pour se venger, créent l'art. Alors, je me suis dit déjà, toi, t'es pas prêt d'être grand-père, parce que ça s'était plié, ce jour-là, c'était terminé. Et donc, je me suis dit, très bien, je vais mettre sa race à Picasso, parce que j'étais très modeste quand j'étais petite, toujours d'ailleurs. Et donc, donc du coup, je me suis dit, tout le monde digère en fait, parce que l'idée de la gestation, d'abord, qu'est-ce qu'il en sait, mon père, de ce que c'est qu'une gestation, et puis c'est hyper passif, c'est-à-dire que, tu te fais violer par une muse, et puis là, tu es enceinte d'une œuvre, et puis paf, tu crées un chef-d'œuvre, quoi. C'est n'importe quoi, c'est une insulte à la gestation, et puis même à la création, parce qu'une œuvre d'art, c'est quand même autrement c'est quand même plus simple et plus complexe que juste de se faire engrosser, quoi, et d'accoucher. Puis c'est pas forcément douloureux, parce qu'en plus l'idée que un homme il accouche d'une œuvre, c'est quand même on va lui faire une péridurale, c'est quoi le plan? Donc du coup je m'étais dit, la digestion, tout le monde digère, c'est vachement mieux, quoi. Et en plus la digestion, on peut déjà avoir l'idée, tiens, qu'est-ce qu'on va manger ce soir? On choisit sa recette, on choisit ses ingrédients, si on s'y connaît bien, on a des bons fournisseurs. Ensuite, donc il y a toute une phase consciente et de préparation qui est beaucoup plus importante que, après on peut s'épiler pour aller chercher à copuler. Mais moi je préférais la métaphore d'une recette. Ensuite, on prépare, il y a la présentation du plat, il y a le savoir-faire de la cuisine, le temps d'élaboration, donc c'est tout un savoir-faire. Et puis après, quand on est en train de déguster, on savoure, on en a plein de palais, ou pas d'ailleurs, ça dépend du talent de qui on a affaire. Il y a des ingrédients et tout ça. Puis de la recette, parce que moi si vous mettez des épinards, vous aurez beau bien les préparer, ça va être compliqué. Et donc une fois après arrive la phase inconsciente où là on digère. Donc là, selon la flore intestinale, les contrariétés du jour, et tout ça, ça peut se passer plus ou moins bien. Si vous allez nager dans l'eau froide, ça ne sera pas bien. Mais du coup, on est passif sans l'être vraiment. Et puis après, en plus, on est nourri, ça nous procure de l'énergie de manger. Et puis en plus, sinon, on en sort de la merde. Et la merde, c'est fertile, c'est fécond, c'est bon, quoi. Donc, c'est beaucoup plus intéressant de parler de digestion. Donc en fait, moi, l'idée, c'était que quand je prends une œuvre, en plus, c'est pas, contrairement à ce qu'on pourrait croire, parce que souvent c'est un leurre,
on pense que c'est un hommage à Léonard de Vinci ce que je fais, mais c'est pas un hommage. C'est-à-dire que je me sers de lui, mais je me confronte à lui comme si je me bagarre en fait, pour dire bon, là à cette époque-là ils avaient ça à dire, mais aujourd'hui qu'est-ce qu'on va faire avec cette image et qu'est-ce que moi je vais y apporter. Donc bon, dans hommage, il y a homme. Et puis moi, comme je suis dans la métaphore de la digestion, moi j'aime mieux dire que je fais un fromage. D'abord, c'est plus drôle et puis c'est bien meilleur. Donc j'ai fait j'ai fait un fromage de Léonard avec toute ma flore intestinale pour ensemencer ce bon ferment, quoi. Et en plus, je suis française, alors le fromage c'est important, c'est sacré. Donc après, il y a le cannibalisme, parce que bon, la digestion, déjà, ça me plaît, c'est une métaphore que j'utilise tout le temps. Et puis après, en fait, il y a toutes ces histoires de cannibalisme. Alors ça, c'est aussi un truc avec mon père. Parce que bon, moi, dans ma famille, c'est une vieille famille royaliste. Donc moi, je ne suis pas du tout royaliste, mais j'ai baigné là-dedans quand j'étais petite. Et on habitait à côté, dans le Mont-d'Or lyonnais. Et en fait, à côté de mon village, il y avait un village qui s'appelle Paul-et-Mieux, où on passait des fois en voiture avec mes parents. Et il ne manquait jamais de me dire « Ah, mais les révolutionnaires ont mangé le Seigneur, ils ont mangé son cœur à la Révolution française. » Et alors moi, j'étais toute petite. Et donc j'apprenais qu'on était de la nourriture, parce que du coup, bon, alors, les gens ont mangé le Seigneur, donc déjà, on peut manger des gens. Bon, alors après, c'était pas super, il n'avait pas l'air de dire ça, comme mes parents n'avaient pas l'air de vouloir dire du bien des révolutionnaires, d'avoir fait ça. Mais bon, moi, ça m'avait surtout informé du fait qu'on pouvait te manger comme n'importe quel, qu'on était comestible, en fait. Et que même ça se fait, quoi. Donc, puisque du coup, il n'y a pas si longtemps que ça, on avait mangé le Seigneur. Donc c'était Guillain du Montet, qui a bien été cuisiné, enfin mangé, rôti et mangé par les habitants du coin. Et donc cette histoire j'adore l'idée qu'on puisse être mangé, qu'on soit de la nourriture, qu'on soit des bêtes comme les autres en fait, qu'on soit aussi, qu'on soit aussi des protéines sur pattes, quoi. Et donc c'est quelque chose qui est aussi présent tout le long de mon travail. Et là justement, ces histoires de cannibales, en fait, ça résonne aussi parce que, je vous disais tout à l'heure, j'avais été scolarisée chez les sœurs catholiques. Et donc, tous les dimanches, on mange le corps du Christ. Alors là aussi, c'est bizarre. C'est un miracle, on mange du corps de fait homme. Donc, c'est quand même un peu homme, quoi. Et en plus, quand je m'étais documentée un peu sur les hérésies et l'Inquisition, j'avais appris qu'il y avait eu beaucoup de gens qui ont été brûlés pour avoir dit que c'était un symbole, que c'était pas vraiment, de dire que c'était une métaphore ou un symbole, c'était un blasphème. Et pour les catholiques, c'est vraiment du sang et c'est vraiment de la chair. Et donc du coup, c'est vraiment cannibale, quoi. Et donc du coup, quand j'étais petite, j'y croyais aussi. Donc du coup, bon, chaque dimanche, j'étais un peu cannibale. Donc c'était la base. En plus, on faisait ça aussi avec le Seigneur du coin. Donc bon. Et puis, donc en fait après, il y a tout par exemple dans ce tableau, dans la scène, j'ai mis des éléments de référence aux Aztèques. Alors on les a ici, là dans la cravate de ce personnage, on a un détail du codex, alors je vais vous dire lequel, c'est le codex Maglia Becchiano, qui est du XVIe siècle et qui doit être en Italie. Ici, on a le calendrier aztèque, qui est aussi une pierre sur laquelle on faisait les sacrifices humains. Et là, sur les boutons, c'est une tête de soleil, qui est le dieu aussi, à qui on donne du sang, parce que les dieux aztèques sont mortels, et ils ont besoin de sang humain pour être nourris. Mais en fait, les Aztèques, ils me fascinent particulièrement, parce que c'est une culture qui a organisé la consommation de viande à travers la chair humaine. Parce qu'en fait, ils chassaient pas, enfin, ils chassaient de l'homme, en fait. Ils avaient ce qu'on appelle la guerre fleurie, c'est-à-dire qu'en fait, ils avaient des ennemis enclavés au milieu de leur terre, qui gardaient enclavés pour pouvoir de temps en temps aller en chasser pour les manger. Alors, ils les tuaient dans des rituels sacrificiels, mais ils mangeaient la viande après les sacrifices, et c'était le seul apport en viande qu'ils avaient, parce qu'ils n'avaient pas d'animaux d'élevage, et ils étaient installés sur une zone marécageuse qui n'était pas très généreuse au niveau nutritif. Et donc c'est une culture qui a l'air, parce que les sources sont quand même déformées par les conquistadors et les Européens qui ont tout bousillé, mais il y a quand même beaucoup d'indices qui montrent que c'est une société qui s'est servie du cannibalisme comme pratique de manger de la viande, on va dire, habituelle, quoi. Et ça, c'est quand même effrayant quand on y pense, quoi. Et donc en fait, bon, tout ça, c'est encore pour rappeler ces mange-peuples de la Boétie,
C'est l'histoire de... Parce que du coup, le capitalisme, c'est quelque chose qui en soi est ultra cannibale. Parce que c'est l'idée la société la plus grosse, elle mange les autres, jusqu'à finir par se dévorer elle-même parce qu'elle a le monopole. Parce qu'il y a cette idée comme ça de toujours chercher à grossir, à manger la concurrence. Et puis après, il y a l'idée... dans cette histoire de cannibalisme, en fait... il y avait un bouquin qu'on m'avait offert qui m'avait beaucoup aidé dans ma réflexion sur ça. Ça s'appelle Métaphysique cannibale. C'est Yves Marchand qui me l'avait offert. Et il me l'avait offert à cause du titre. C'est un bouquin extrêmement compliqué. Je l'ai lu, j'ai pas compris une phrase. Alors j'étais hyper énervée. Un bouquin qui parle de cannibalisme que je comprends pas, ça m'avait rendu un peu grognon. Puis du coup, je m'étais servi en fait de mes dessins pour recopier le livre, pour arriver à comprendre peut-être un peu ce qu'il dit, quoi. Et bon, alors du coup, j'avais recopié tout le bouquin dans le costume du patriarche numéro 4, qui s'appelle El Matador, et qui parle d'Aztèques, de viande, de sacrifice, tout ça, que je faisais au moment de la crise de l'histoire du cheval Spanghero, l'histoire des lasagnes de cheval, donc j'étais en plein dans l'histoire de viande, d'animal. Et en fait, dans ce bouquin, il y a un concept qui m'a vachement plu et vachement servi. Et alors, en fait, donc, l'auteur, il cite Lévi-Strauss, un extrait de Racéitoire. Et il dit « Dans les Grandes Antilles, quelques années après la découverte de l'Amérique, pendant que les Espagnols envoyaient des commissions d'enquête pour chercher si les indigènes avaient ou non une âme, donc là, il parle de la controverse de Valladolid, par exemple, ces derniers s'employaient à immerger les Blancs prisonniers afin de vérifier par une surveillance prolongée si leurs cadavres étaient ou non sujets à putréfaction. » Et alors lui, il dit en fait que ce qui fait commun, enfin du coup l'auteur, la métaphysique cannibale, il dit ce qui est commun à l'humain, c'est qu'il se pose la question de qu'est-ce qui fait l'humain. Pendant que les Européens, ils se demandent est-ce que les Aztèques, c'est pas des bêtes, hein, parce qu'en fait c'était un peu ça, eux, ils se demandaient pas si c'était des dieux ou des esprits, ils se demandaient si c'était des animaux. Bon, ils ont dit non. Du coup, ils ont déporté les Noirs d'Afrique parce que pour les gens de l'époque, ils n'avaient pas d'âme et ils étaient du coup réduits. On pouvait les réduire à l'esclavage. Et puis, donc du coup, et puis inversement, donc les Aztèques, c'est pas qu'ils se demandaient si c'était des dieux, mais ils se demandaient si c'était pas des esprits, ce qui est un peu différent. Il ne faut pas non plus prendre la grosse tête de notre côté. Mais du coup, il y a l'idée de chercher le non-humain, parce que du coup, ce qui réunit les animaux non humains et puis du coup les esprits, c'est ce truc-là. Et en fait, donc là, je vais revenir un petit peu à mon dessin. L'idée qu'en fait, ces entités, donc qui sont donc, comme je disais, des hommes déguisés en insectes, des insectes déguisés en hommes. Du coup, ils sont non-humains. Et puis du coup, ils sont non-humains, en fait, comme ils représentent un peu comme des entreprises, parce que les entreprises, elles ont des droits supérieurs à nous, et elles peuvent faire dépasser leurs capitaux et faire passer leurs marchandises de frontières, alors que les individus ne peuvent plus passer les frontières. On voit bien tous les gens qu'on laisse noyer dans la Méditerranée, que les capitaux circulent contrairement aux personnes, et que les entreprises ont des droits supérieurs aux personnes, et qu'elles nous dévorent, parce qu'elles nous pourrissent, toute notre vie est pourrie par ces entités non humaines, démoniaques que sont les entreprises. Alors ensuite, y a dans mon travail, après il y a quelque chose sur l'écriture. Donc le fait que par exemple le texte, comme je dis, cette texture, ce soit pour moi et un discours et une valeur de grille. En fait, il y a tout un travail sur les trames, la recherche d'une matière, alors ça qui est propre à la plume. Du coup, l'écriture d'un gris, pour moi, ça résonne comme l'écriture d'une ligne, en fait, parce que du coup, moi, c'est le même outil, parce que ça, en fait, c'est une plume, la plume Sergent-Major. À la base, c'est une plume pour l'écriture, c'est pas une plume pour le dessin. Et puis, du coup, ce goût pour l'écriture, mais l'écriture comme pas tellement pour même ce qu'elle veut dire, mais pour ce qu'elle graphiquement, la typo, la valeur de gris, sa densité, comme un paragraphe. Du coup, c'est un. Alors, il y avait un copain qui m'avait dit « Ah, mais ça fait penser un peu à de la neige de télévision, comme un bruit blanc. » Bon, j'aimais bien. Et alors aussi, il y avait le fait aussi que j'étais quand même mauvaise élève. Alors, quand j'étais petite, j'étais tout le temps punie, et donc je devais recopier à tous les temps. Je ne parlerai pas en classe, je rendrai mes devoirs à l'heure, je ne dirai pas telle impertinence, à tous les temps, parce que comme ça, j'apprenais ma conjugaison.
Et donc j'en ai fait beaucoup, beaucoup. Et puis en fait, je me suis rendu compte aussi qu'adolescente, je copiais, je piratais les cassettes de mes copains parce que j'achetais pas de cassettes, j'avais pas d'argent de poche. Et alors du coup, en fait, je recopiais les livrets parce que je pouvais pas avoir les livrets et ça me frustrait beaucoup. Donc en fait, je recopiais tous les livrets. Et en fait, j'étais super fière, j'avais recopié Sidi Bibi d'Amano Negra en arabe. Et j'avais un copain qui m'avait dit non mais dis donc, on arrive même à lire. Alors j'étais pas peu fière. Et donc du coup, j'aime beaucoup recopier et dans une langue que je connais pas, parce que là du coup, c'est presque comme un petit jeu de réflexion ou de chercher l'indice d'erreur, enfin comme la petite virgule bizarre que tu sais pas qu'est-ce que c'est. Bon. Et puis en plus, je suis dyslexique, donc bon, c'est mal recopié, faut pas croire que non plus je suis une machine. Et alors aussi, un autre truc que me disaient les profs, là il y avait un prof qui me disait, bon, au Beaux-Arts, il me disait, quand vous commencez un dessin, il faut toujours le finir dans la journée. Et donc ça, je fais pas non plus, jamais, voilà. Et donc en fait, alors oui, ce qui veut dire, c'est que quand on a le dessin, en fait, alors ça c'est Léonard de Vinci disait, la pintura è una cosa mentale. La peinture est une chose mentale. Et puis après, il y en a un qui avait dit, le dessin est une chose mentale. Bon. Alors le dessin, oui, le dessin, il y a un côté, quand on fait un plan, quand on fait on dit un dessin préparatoire, mais quand on fait de l'architecture, quand on fait n'importe lequel des beaux-arts, de la sculpture, on va commencer par un dessin. Et en fait, le dessin, c'est la première étape c'est, on va dire, le plus proche d'une idée, quoi. Et donc, il y a quelque chose de conceptuel qui est opposé. Souvent, on oppose la couleur, peinture, qui serait plus émotionnelle, et le dessin, la ligne, qui serait graphique et plus cérébrale, quoi. Bon, c'est faux, ça dépendra des dessins et des peintres. Il y a je veux dire, bon, c'est des grandes lignes, mais on peut quand même s'en servir pour un petit peu dire des choses. Et alors du coup, là, moi je tiens à ça, c'est-à-dire en fait le fait que c'est, bon, ça, vous avez vu que je suis pas mal un télo, avec plein de références, de bouquins, de machin. Et du coup, bon, mon dessin est comme ça, c'est-à-dire qu'il y a un côté très maîtrisé, mais aussi plein d'éléments cachés qu'on découvre si on veut bien les voir, parce que là, je suis là à vous raconter, mais normalement, je suis pas là, donc on n'en sait que ce qu'on peut, et c'est pas grave. Mais après, d'instinct, les gens comprennent déjà que ça parle plus de capitalisme que de religion, et on se débrouille, quoi, même si on n'a pas tout le détail de ce que je dis. Et là, en fait, à chaque fois que je fais un dessin, alors il y avait une phrase, alors ce même prof, d'ailleurs, c'est le prof qui disait « vous devez toujours commencer dans la journée », il nous avait cité Hokusai, une citation d'Hokusai que sur le moment, j'avais pas aimé, mais en fait, je l'adore. Alors Hokusai, il dit « Depuis l'âge de 6 ans, j'avais la manie de dessiner les formes des objets. Vers l'âge de 50, j'ai publié une infinité de dessins, mais je suis mécontent de tout ce que j'ai produit avant l'âge de 70 ans. » C'est Hokusai, donc... c'est à l'âge de 73 ans que j'ai compris à peu près la forme et la nature vraie des oiseaux, des poissons, des plantes, etc. Par conséquent, à l'âge de 80 ans, j'aurais fait beaucoup de progrès, j'arriverai au fond des choses à 100, et je serai décidément parvenu à un état supérieur, indéfinissable, et à l'âge de 110 ans, soit un point, soit une ligne, tout sera vivant. Bon, alors moi, j'ai même pas 50 ans, donc je pense que je peux être mécontente de tout ce que j'ai fait jusqu'à maintenant. Mais en même temps, qu'est-ce qu'il veut dire? Il veut dire qu'en fait, on apprend tous les jours, et puis en fait, le jour où on a fini d'apprendre, c'est qu'on est mort et qu'on est mangé par les vers. Donc ça sert à rien de penser qu'on sait dessiner. Et alors du coup, bon, mon prof de dessin, il disait, il faut commencer un dessin et le finir le jour même, parce qu'en fait, il y a l'humeur du jour et la comment dire, il y a des jours où, je ne sais pas pourquoi, mais tout vient facilement et je dessine sans difficulté. Et puis il y a des jours, tout va de travers et on dirait que j'ai jamais tenu une plume à la main de toute ma vie, quoi. Bon, ça arrive pas très souvent, mais ça arrive. Bon, ces jours-là, je l'arrange et je vais faire autre chose. Et alors du coup, à chacun de mes dessins, je me donne un exercice technique. Donc parfois, je veux travailler la matière, parfois je veux travailler les contrastes. Et celui-là, en fait, alors, déjà, il y a ce que j'ai gardé d'origine de Léonard, c'est les positions des personnages et les positions des mains. Parce qu'en fait, ce tableau de Léonard de Vinci, enfin cette fresque de Léonard de Vinci, en fait, elle est intéressante en particulier pour toute cette psychologie des mains, parce qu'en fait, chacune des mains, enfin chacun des personnages de la scène a une attitude qui est traduite par ses mains et qui dit qui est cupide, qui est lâche, qui est le traître, qui est le faible, qui est sûr celui, qui est généreux, etc. Donc en fait ça m'intéressait, je l'ai gardé intact. Et en plus j'ai appris récemment
certaines hypothèses comme quoi en fait les mains et les têtes seraient les partitions d'une note de musique et qu'en fait la composition de la scène serait un petit morceau de musique qu'on peut jouer. Donc peut-être qu'on peut faire la même chose avec le mien, mais ça j'en sais rien. Bon, alors du coup sur celui-là en fait j'ai voulu travailler en particulier l'ellipse parce que l'ellipse c'est quelque chose de compliqué à faire. Et puis en plus c'est un rond en perspective et moi la perspective c'est un des trucs qui pour moi les plus compliqués possibles parce que c'est pas mon truc, c'est mathématique et ça me fait chier. Et du coup par exemple les gens qui sont très forts en perspective ou qui sont dans la 3D, en un coup de main ils voient en un coup d'œil ils voient tout de suite que mon truc il est tordu. Bon, je m'en fous, ça marche quand même. Moi, je suis pas là pour faire une perspective, alors qu'un ordinateur va très bien le faire si vous voulez prendre un ordinateur. Mais bon, là, quand même, je me suis confrontée à cet exercice du rond en perspective. Et donc déjà, toutes les natures mortes que j'ai utilisées sur la table, c'est une quantité d'ellipses, des ellipses dans un sens, des ellipses dans ce sens-là, en travers, en machin, il y en a partout. Des ellipses avec des transparences. Voilà, il y en a. Après, des ellipses avec l'ombre aussi du débord de la table, ça, c'est des trucs qui sont... voilà. Alors, en fait, il y avait l'idée de me dessiner autour de la nature morte, parce que sur cette scène, en fait, c'est pas vraiment... Donc la scène, c'est plutôt, ça parle de la mort, et ça parle de nature morte, et puis des vanités, quoi. Donc en fait, il y a une quantité de nature morte et de vanités qui sont citées partout. Alors ici, on a, là c'est Franz Schneider, qui fait une composition aux fruits de 1636. Alors j'avais gardé le petit singe, parce que, alors ça a l'air de rien, mais ça c'est une évocation aussi de la domestication animale, ou d'un animal sauvage, aussi comme animal d'apparat. Donc il y a quelque chose aussi, parce que du coup c'est un tamarin, un petit ouistiti, du coup c'est un singe qui est très prisé presque comme un jouet, quoi. Et donc du coup ils sont menacés, et puis donc voilà. Ici on a une petite mouche, là ici, ce crâne, c'est une vanité de Bartholoméus Bruyenne, qu'on dit aussi Barthel Bruyenne le Jeune, autour de, donc lui, 1480, 93, 1550, donc 16e siècle. Et en fait, là, il y a une petite mouche sur le crâne de cette vanité. Et là, donc, ça vous renvoie au jeu d'échelle où je vous disais, en fait, ils font 10 cm. Et puis, en fait, peut-être pas parce que les pièces humaines sont trop petites. Mais en fait, là, on a une mouche. Donc, si là, par exemple, on a une mouche, alors là, on a une mouche de 2 mètres. Et puis là, on a une mouche de 2 cm. Voilà. Bon. Ça, je m'amuse à mettre des éléments contradictoires sur les jeux d'échelle. Et donc, c'en est un. Et puis, c'est un aussi qui pose la vanité, parce que donc, bon, bah, tout est vanité, hein, c'est bien connu. Et donc, voilà. Et puis, bon, ça renvoie aussi au cannibale, parce que bon, peut-être que ce crâne, c'est pas pour jouer Hamlet, mais c'est peut-être parce qu'il a fini de le boulotter. Alors ensuite, il y a ce truc qui pourrait être alors, cette vasque, en fait, c'est ce que j'appelle une réserve. Alors en fait, parce qu'en dessin, quand on laisse quelque chose de blanc, ça s'appelle une réserve. Et puis en fait, là, je m'étais amusée, bon, ça pourrait être aussi un boc de lait. Parce que le lait, ça renvoie à la pureté, et puis donc il y avait ça. Mais il y a aussi, pour moi, un petit jeu de mots sur la réserve. Et puis comme c'est des banquiers, ils ont de la réserve. Ils sont riches, ils ont de la réserve. Donc ça, c'est une réserve. Alors cette tiare, elle vient d'une peinture de vanité de Peter Boyle, qu'on appelle Boule aussi, 1663. Et donc là, c'était une vanité qui mettait énormément d'objets très luxueux, des décors de pape avec des boucliers en or. Et donc ça parlait de comment dire, c'était un petit peu pour dénoncer la richesse et l'opulence de l'Église, quoi. Et à côté, là, ces poissons, ils me viennent d'une nature morte aux poissons de Abraham Andrejks van Beieren. Bon, désolé pour la prononciation. Et donc les poissons, c'est pour leur référence au christianisme, parce que c'était le symbole des premiers chrétiens. Et donc, bon, et puis ça renvoie aussi la multiplication des poissons. Enfin, dans les premiers chrétiens, c'était des poissons. Donc là, on est encore dans les éléments qui peuvent rappeler la religion, mais ça va être les derniers. Après, cette nature morte, alors ça, c'est un peintre flamand qui s'appelle William Claes Eda, 1631, ça s'appelle Petit Déjeuner.
Et puis en fait, celui-là, il dialogue avec l'autre qui est en symétrie par rapport au centre, qui est Une nature morte de Peter Claes, de 1633. Donc ils sont très proches. Ils ont presque le même nom, mais en fait, c'est pas la même famille. C'est des concurrents, parce qu'en fait, du coup, cette peinture-là et cette peinture-là, en fait, c'était des peintres qui, à l'époque, se lançaient des duels, des défis techniques pour piquer la concurrence. Et donc, vas-y, que moi, je te fais mieux l'ellipse, et moi, je sais mieux faire la transparence d'un verre de Venise, machin, et moi, je te fais le citron qui dépasse de l'assiette avec un reflet inversé, et moi, je te fais un couteau en nacre en perspective 3/4 qui dépasse de la table. Et donc, c'est la surenchère de... Et c'est l'idée aussi que les artistes, c'est pas que des bisounours, c'est aussi des patriarches, et c'est aussi comment dire, comme des marques et des entreprises qui se concurrencent entre eux. C'est-à-dire que je ne me mets pas à l'extérieur, bon, d'ailleurs en plus vous voyez, je suis habillée en patriarche, et je ne me mets pas à l'extérieur complètement, quoi. C'est-à-dire le fait d'imposer mon nom, de prendre ma place dans l'espace public et tout ça, c'est aussi, ça fait partie aussi du fait que je profite du fait d'être blanche, d'avoir reçu une éducation, d'être d'une origine socio-économique propice à ma visibilité. Et d'ailleurs, le patriarche que vous voyez au centre, il porte ma bague. Et ça, c'est aussi important comme élément. Donc en fait, c'est aussi un peu des autoportraits. Donc, voilà. Et aussi, un peu, d'ailleurs j'ai oublié de le dire, un peu aussi des portraits de mon cher papa. Parce qu'en fait, un jour, il est venu à ma première expo solo qui était à l'Art de Rien. Et puis, il a pris sa claque quand il a vu ça, parce qu'il savait que je dessinais, mais il ne s'était jamais tellement penché sur la question. Et quand il a vu là les grands dessins, il a fait « Ah !» Alors bon, moi j'étais fière quand même d'avoir séché mon père comme ça, j'étais contente. Et quand je l'ai vu comme ça, j'ai dit « Merde, mais en fait j'ai dessiné que mon père ». Et parce que les patriarches et tout ça, sur le coup, ça m'avait pas frappé immédiatement que c'était des invocations de mon père. Donc vous voyez quand même, il était pas commode. Et donc les peintres, donc ils font partie des dominants aussi, enfin du coup ceux qui peuvent s'exprimer. Et là, bon, il y avait le jeu comme ça que l'art c'est aussi du commerce, c'est aussi des gens qui essaient de gagner leur vie, d'imposer leur nom, leur marque et tout ça. Et ça s'est renforcé par la Campbell Soup d'Andy Warhol, qui est en général, après la scène, la référence que les gens retrouvent le plus facilement, parce que l'image, elle est pop. Et puis, en fait, Andy Warhol, c'était un publicitaire qui a joué beaucoup. Alors bon, il y a eu 15 minutes de célébrité très célèbre, mais aussi, il a joué sur un ennoblissement de la réclame, parce qu'en fait, lui, il était publicitaire, et puis il a fait rentrer la pub dans l'art, et l'art dans la pub, un peu, quoi. Il a joué de ce mélange. Est-ce que c'est des gens si différents ou pas? Alors, par exemple, les publicitaires qui veulent s'appeler des créatifs, et bon, je dirais pas que c'est une dévalorisation de l'art, dans un sens ou dans l'autre, c'est pas la question. Mais voilà, c'était en tout cas pour poser ces questionnements dans l'histoire. Revenons ici, donc ici, ce détail-là. En fait, c'est le prêteur et sa femme. C'est le détail de la table, des objets qui sont sur la table, du prêteur et sa femme de Quentin Médicis. Une peinture qui est au Louvre. Enfin, il y en a plusieurs, mais il y en a une d'entre elles qui est au Louvre, 1514. Et allez la voir, elle est vraiment magnifique. Et en fait, donc ce tableau, il est important parce qu'en fait, ça marque le début de la création de la banque, du prêt, de l'usure. En fait, avant, c'était interdit par Jésus, il était contre la banque, il avait interdit ça. Et du coup, c'est pour ça que c'était plutôt les Juifs qui étaient assignés à faire du crédit, et parce que c'était interdit aux bons chrétiens. Et puis, à un moment, vers la Renaissance, le basculement du système féodal vers un système plus capitaliste fait que ça devenait un peu gênant qu'il n'y ait que les Juifs qui puissent être banquiers. Les cathos, ils auraient bien aimé se faire de la thune aussi. Du coup, ils ont changé le dogme pour permettre aux bons catholiques et aux bons chrétiens de faire du profit bancaire. Et donc, il y a eu un basculement idéologique dans le rapport à l'argent par rapport au clergé catholique à ce moment-là. Et donc, ce tableau, il témoigne de ça, en fait. Et puis aussi, ce tableau, ce qui m'intéresse, c'est qu'en fait, au premier plan, il y a ce qu'on appelle un miroir aux sorcières, que j'ai remis là. Et dans le miroir, dans le prêteur et sa femme, on voit les passants qui passent devant les chocs,
un jeu dans le tableau, mais là, moi, j'ai pas mis ça. Moi, là, dans le détail du tableau, il y a en fait une reprise d'un tableau d'Arnolfini qui s'appelle le prêteur, qui s'appelle Les époux Arnolfini, donc le tableau de Van Eyck, pardon, qui s'appelle Les époux Arnolfini, qui est très célèbre, que j'avais moi-même repris en digestion en l'appelant, alors il a un titre en anglais, excusez-moi, What is that make today's home so different, so appealing? Appréciez mon bel accent de grenouille. Et en fait, du coup, j'ai pris ce titre, alors c'est compliqué. Donc c'est un titre d'un collage de Hamilton, qui est lui-même une allusion à la peinture des époux Arnolfini, que moi-même j'ai reprise, et dans laquelle je me suis représentée moi à la place de M. Arnolfini, et mon compagnon de l'époque, Marc Marchand, qui est celui qui était à la place de la femme. Voilà, parce que j'aimais bien inverser et tout ça. Et donc du coup, ici, on a le reflet de ce dessin-là dans le miroir, sachant que dans le tableau de Van Eyck, il y a aussi un miroir aux sorcières. Donc c'est pour jouer avec ce miroir aux sorcières que je l'ai remis. Et dans ce miroir aux sorcières, j'ai mis un reflet spécial aussi. Donc il y a des jeux comme ça, comme Van Eyck avait joué aussi sur les détournements du reflet. Voilà. Bon, ensuite on arrive sur le Fist of Fools dont je vous ai déjà parlé. Donc je pense que je ne vais pas me revenir dessus. Ce petit objet, ici, là, on a une pince et une seringue qui sont là. Alors en fait ça, c'était en prévision de faire quelque chose sur les Big Pharma. Parce qu'en fait j'aime bien, il y a des passages dans mes dessins, bon, entre mon travail et celui d'autres artistes, mais il y a aussi des passages, donc, comme vous avez vu avec les époux Arnolfini, c'est des ponts entre mes différents dessins. Et donc là, ça en fait partie. C'est-à-dire qu'en fait, c'était en prévision de parler plus tard des laboratoires pharmaceutiques, et pour ne pas oublier de les mentionner dans l'affaire, parce que c'est des gros vilains, les laboratoires pharmaceutiques. Et donc, en fait, c'est un élément que j'ai repris dans un dessin plus tard, le patriarche numéro 6, qui s'appelle l'Hippocrate, et qui parle de la crise des opioïdes et de la famille Sackler. Mais je ne vais pas partir plus en détail là-dessus, mais ce petit élément-là est référence à ça. Donc là, on retrouve l'acolyte de notre autre peintre hollandais. Andy Warhol, je vous en ai déjà parlé. Alors là, la bouteille de Sangiovese. Parce que donc, il fallait quand même qu'ils boivent du vin. C'est un peu la scène quand même. Mais alors au début, je m'étais dit, tiens, j'aime bien le Lacrima Christi parce que c'est joli, c'est un joli nom. Mais après, je m'étais dit, non, mais ça suffit, les références christiques, puisqu'en plus, j'ai pas tellement envie de parler de Jésus. Donc, cherchons autre chose. Et après, je m'étais dit, non, mais c'est plutôt ils vont boire le sang de quelqu'un d'autre. Parce qu'après, quand même, le sang, ça me semblait sympa de garder. Le vin, le sang, ça marchait bien. Et du coup, j'ai pris le Sangiovese, qui veut dire le sang de Jupiter. Alors, ce n'était pas une prémonition macronienne en me disant qu'ils allaient peut-être bien boire le sang de Macron, donc, comme vous savez, ça se fait appeler lui-même Jupiter. Donc peut-être pour signer qu'ils étaient jupitériens, je ne sais pas, c'est pas exprès, mais ça tombe bien. Donc voilà, alors peut-être c'est pour signer qu'on a affaire, parce que les artistes sont un peu médiums aussi. Donc en fait, quand en 2010 j'avais fini ce dessin, j'avais déjà pensé au jupitérisme. Voilà. Ensuite, ce petit élément, c'est un plateau qui est tout en bas, en tout petit, au pied du bain turc. Et du coup, bon, alors il a toute une quantité d'ellipses, comme vous savez avec mon exercice, avec une perspective du plateau. Donc ça, pour moi, c'est très difficile à faire. C'est beaucoup plus difficile pour moi de faire ce petit plateau de rien que cette tête hyper compliquée de m'embrassider. Donc il ne faut pas croire, ça c'est aussi une question de personnalité, quoi. Et donc, comme le but, c'est quand même de se compliquer la vie, je me suis acharnée sur des détails comme ça. Et puis en plus, j'aime beaucoup ce petit plateau posé en bas. Et puis, ça pose le bain turc. Pour moi, ça pose des questions de point de vue des hommes, de prédation masculine, parce que bon, le harem, c'est un fantasme de macho, quoi. Voilà. Donc, alors là, on a une chocolatière de Chardin. Chardin, parce que pour moi, c'était comme une sorte de maître de la nature morte, et donc c'était intéressant de me confronter à lui dans le dessin. Et ici une coupe qui vient d'un Bacchus de Caravage. Et enfin une potiche de Zurbaran,
par pur amour pour Zurbaran, parce que j'adore Zurbaran, alors j'avais envie de mettre un peu de mentionner Zurbaran. Mais disons que ça n'a pas d'importance particulière, à part mon plaisir à citer ce cher Zurbaran, quoi. Alors ici, on retrouve ce que je commence à faire, parce que du coup, c'est le premier sur toute la table. En fait, on n'en a pas d'autres, mais lui, c'est le premier patriarche que je dirais comment on dirait, qui fonctionnerait comme une phrase. Parce que du coup, comme je disais, mes dessins, mes personnages, ils sont comme des allégories, mais ils sont comme des idéogrammes. Du coup, ils représentent des inhumains capitalistes, en fait, des prédateurs capitalistes. Et puis, en fait, dans leurs accessoires, ils ont des attributs qui agrémentent leur nocivité. Alors là, la cravate aztèque, avec les symboles aztèques, souligne le fait qu'on a bien affaire à un cannibale, quoi. Voilà. Ça, c'est quelque chose que j'utilise beaucoup. Alors, sur les têtes d'insectes, souvent, parfois, on me demande est-ce qu'il y a une importance, quel insecte, pour qui, pourquoi. Alors, déjà, les connaisseurs remarqueront qu'il y a un scolopendre qui n'est pas un insecte, qui est un myriapode. Mais bon, ça, c'est un peu technique. Mais bon, donc du coup, c'est pas que des insectes. Des fois, je mets des araignées aussi. On va dire une tête insectoïde. Et en plus, des fois, je fais des chimères. Alors là, ceux-là, par exemple, lui, la mâchoire inférieure, les mandibules, c'est une fourmi. Et le casque à pointe, là, c'est un phasme. Donc en fait, ça m'arrive de faire des chimères, parce que le but, c'est pas faire un traité d'entomologie, mais avoir une tête qui traduit le côté impressionnant ou inhumain qui m'intéresse, quoi. Alors par exemple, celui-là, c'est une mélange d'une mandibule de Lucan cerf-volant et d'une partie, la partie haute, là, ça doit venir d'un rhinocéros. Donc c'est une chimère, en fait. Parfois aussi, les antennes ne sont pas les mêmes. Parce que par exemple, lui là-bas, c'est une tête de papillon de jour avec des antennes de papillon de nuit, parce qu'elles me plaisaient, les antennes. Donc des fois, voilà, des fois c'est comme ça, parce que la tête dans telle position, je la trouve pas, et la lumière, nanana. Donc en fait, dans ma documentation, je me permets parce que du coup, je suis pas une scientifique qui fait un traité d'entomologie. Et après, l'insecte, c'est pas souvent. Alors ici, il n'y a pas spécialement, à part que j'ai quand même choisi des parties plus ou moins ornementales, parce que c'est pas par hasard que celui-là au centre, il a les plus beaux ornements. Ou les terminaisons là sur les extrémités. Moi, par exemple, quand j'ai changé la composition, parce que quand j'ai pris de Léonard de Vinci, en fait, je vous ai dit, j'ai gardé les mains et les positions des personnages. Sur la table, en fait, chez Léonard, il y a très peu de choses. Il y a quelques assiettes et 3000 pains. Et puis, bien sûr, il y a un décor que je n'ai pas gardé. Parce que moi, je n'ai pas gardé l'architecture. Parce que là, il faudrait que j'ai une feuille de 4 mètres de haut. Et déjà, c'est compliqué, parce que je ne vous ai pas parlé encore de comment j'ai travaillé, mais je vais y venir. Et donc, en fait, je me suis pas servi du décor. Mais j'ai aussi changé les têtes. Et en fait, les insectes, alors du coup, j'ai changé la composition, parce que s'il n'y a pas l'architecture, la composition de Léonard, elle n'est pas respectée, puisque la composition de Léonard, elle comprend une architecture. Donc j'ai pris mes libertés quand même avec lui. Mais l'autre chose, c'est que j'ai changé les têtes. Et en fait, les apôtres chez Léonard, ils n'ont pas des antennes, ils n'ont pas des têtes comme ça, vous savez tous très bien. Et donc ça a changé le rythme, parce que bon, si je rajoute des antennes, c'est pas le même rythme que des têtes humaines, quoi. Donc du coup, là, j'ai recomposé. Donc parfois, j'ai rajouté des antennes d'insectes qui n'en ont pas, parce que j'avais besoin d'une ligne pour casser quelque chose ou pour pointer, par exemple, les antennes de la sauterelle qui vont guider sur sa main, et puis après ça va repartir. Enfin voilà, c'est des choses, les axes des têtes vont pointer des choses qui ne sont pas pointées chez Léonard. Donc là aussi, moi j'ai ma propre élaboration qui vient. Et puis aussi, alors donc, autre chose, c'est par rapport comment j'ai fait, parce que donc, j'habite à Paris, j'ai pas un mur chez moi de 8,74 m. Voilà, j'aimerais bien, mais c'est pas le cas. Et donc du coup, comment j'avais, avant de commencer, comme je vous dis, il a fallu 6 ans avant que je fasse mon premier coup de crayon. Il a fallu trouver comment faire un dessin de cette taille dans un appartement parisien. Alors, bon, déjà, moi, je travaille à la verticale, donc en fait, je travaille sur un mur, comme ça, avec ma plume là. Enfin, en général, alors, comme ça, là, j'ai mon encrier, et puis paf, paf, comme ça. Là. Alors, il n'y a pas le garde-fou, je suis un peu plus près, mais c'est à peu près le même principe. Et à l'époque, quand je dessinais en bas, j'étais par terre.
Hein, et puis voilà. Et puis quand je dessinais en haut, alors celui-là il va pas très haut, mais quand je dessinais en haut, j'étais sur un escabeau pour faire les têtes. Alors là, comme on n'a que 1,50 m de haut, sur celui-là, j'avais pas besoin d'être sur l'escabeau. C'était plus confortable. Mais en fait, donc il y a ce papier. Alors on avait, mon ami de l'époque avait trouvé un système très ingénieux. Il s'est servi de ce qu'on utilise pour les fonds des photographes. Donc ça fait comme un petit théâtre avec un engrenage et puis deux axes sur lesquels j'enroule mon papier d'un côté. Et puis de l'autre côté, il est bloqué. Et puis du coup, je roule, je déroule, je roule, je déroule. Et donc en fait, je vois, quand je suis en train de dessiner, je vois 1,50 m, 2 m maximum du dessin à la fois. Donc en fait, il faut savoir que je n'ai pas pu le voir en entier, l'original, avant qu'il soit exposé ici pour la première fois en 2019. Donc à la Halle Saint-Pierre. Donc c'est quand même pas rien. Grâce à Hey. Merci.